Nous avec l'explorateur médecin Jean-Louis Etienne, que nous avons le plaisir d'accueillir ce matin. Alors, le parcours de Jean-Louis Etienne, évidemment, il est riche. C'est son nom, à lui tout seul, finalement, c'est presque une institution en France. Alors, pour parler des contextes extrêmes, pour aborder la notion de limite, de passement de soi, évidemment, il y a Jean-Louis Etienne et celui qui, du coup, qu'on a en tête hein, alors peut-être que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais en tout cas, au-delà, on vous connaît bien et votre nom est célèbre. C'est ce que je disais au professeur Poli. Voilà. Alors, votre parcours, là, vous connaissez des marins, monsieur Étienne, puisque vous avez côtoyé un des nôtres à l'école navale, Éric Tabarly. Vous avez aussi, évidemment, en solitaire, traversé l'Antarctique. Donc, vous avez aussi l'expérience des expéditions au solitaire dans les pôles. Vous êtes médecin. Hein, donc, vous êtes aussi défenseur eh bien, de la nature. Et je vais parler un tout petit peu de votre projet après du PolarPod. Vous êtes membre de l'Académie des technologies, médaille d'or de la Société de géographie, commandeur de la Légion d'honneur et grand officier de l'Ordre du Mérite. Vous êtes infatigable sur les expéditions, les contextes extrêmes. Et vous avez encore en projet le PolarPod, que j'espère vous nous décrirez, puisque c'est un projet qui va vous permettre eh bien, d'étudier, d'observer les conséquences du réchauffement climatique. Donc, le top départ, je crois, est prévu dans un peu plus de 2 ans. Et donc, l'idée, c'est aussi eh bien, de constituer votre équipage parce qu'ils seront en huis clos. Alors, ce sera intéressant tout à l'heure de comparer avec l'expérience notamment du commandant. Mais surtout, déjà de vous écouter, de nous faire part eh bien, de ce qui vous a interpellé dans cette logique de résilience. Alors, on a abordé les 3 niveaux de la résilience, mais alors certainement que dans ces contextes extrêmes, les capacités de résilience individuelles, mais du groupe aussi que vous avez dirigé et alors peut-être moins de l'organisation, mais eh bien, ce sont des mots qui vous parlent évidemment, puisque vous allez nous faire part de vos témoignages, notamment dans des zones, je crois que c'était avec des marins et des alpinistes, et les alpinistes eh bien, n'avaient pas aussi conscience en fait de l'hostilité du milieu marin. Voilà, qui force l'humilité. Alors, merci encore de votre témoignage. Donc, je vais vous laisser la parole et puis ensuite, on abordera une séance de questions-réponses. Monsieur Etienne, je vous laisse respectueusement la parole. Merci Sophie pour cette présentation. Alors, vous l'avez signalé, effectivement, je suis médecin et c'est la médecine qui a été pour moi l'opportunité de faire de nombreuses expéditions. Faire des expéditions, c'était un rêve de jeunesse, un rêve de gamin même. Moi, je suis né à la campagne, je campais dehors très jeune, je vivais dehors. Dès qu'il y avait de la neige, je m'imaginais faire de la haute montagne. Donc, c'était des rêves d'enfant, vous voyez. Et donc, j'ai fait des études de médecine, j'ai fait un internat en chirurgie. Et à un moment donné, cette idée de faire des expéditions est revenue en mémoire. Et je me suis dit, mais c'est l'opportunité pour moi, si vous voulez, de peut-être faire quelques expéditions, ces expéditions dont je rêvais. Et je vais proposer mes services de médecin. Et c'est comme ça que la médecine m'a permis effectivement de faire de très nombreuses expéditions où j'étais recruté comme médecin. Bien sûr, j'étais sportif, je faisais un peu de montagne, etc. Mais donc, parmi les personnes qui m'ont marqué dans ces expéditions que j'ai faites en tant que médecin, je citerai d'abord le père Jaouen. Alors, le père Jaouen, c'est un breton, c'est un jésuite qui a dédié sa vie à la jeunesse en difficulté, c'est-à-dire des jeunes toxicomanes, des jeunes sortis de prison. Donc, il avait monté une association qui existe toujours, et il avait un bateau qui existe toujours aussi, qui s'appelle le Bel Espoir.
Et l'idée, c'était de les amener, traverser l'Atlantique, pour à la fois les éloigner des fournisseurs pour les toxicomanes, puis connaître aussi une vie au grand air, une vie loin des fournisseurs. Et donc, ce que j'ai appris du père Jaouen, c'est... Le père Jaouen, il avait aussi un centre d'accueil à Paris, où il recevait les jeunes. Enfin, c'était porte ouverte, vous voyez. Et à midi, tous les jours, il y avait à manger pour tout le monde. Et vous arrivez, il y avait une clientèle, si je peux permettre ce nom, qui était fait de jeunes en difficulté. Et, et donc, Jaouen, avec cette force, m'a appris quelque chose. Il me dit, souvent, il y en avait qui arrivaient, si vous voulez, vous aviez, vous voyez, le genre de situation où vous aviez vraiment pas envie d'ouvrir la porte, quoi. Hein. Mais Jaouen avait cette force-là, tout le temps, il me disait, il faut regarder, il y a une âme en souffrance quelque part. Il y a une lumière à ranimer quelque part, il me disait. Donc, se défaire tout de suite de l'habitus premier, c'est-à-dire la relation immédiate qui peut être pas en faveur de celui qui vient à votre rencontre, mais essayer de détourner parce qu'il arrive avec une agressivité, il est dans la défensive. Voilà. Et Jaouen m'a appris ça, pensez tout de suite à regarder, il y a peut-être une âme en souffrance, une petite lumière à ranimer. Donc ça permet, si vous voulez, d'approcher les gens, non pas sur leur habitus premier qu'ils vous donnent en arrivant face à vous, mais faire ce qu'il faut pour être à l'écoute et tout d'un coup ouvrir la porte vers une discussion. Et ça, j'ai pu le pratiquer avec lui parce que j'ai traversé l'Atlantique avec lui, on partait en mer avec ces jeunes difficiles et toujours de regarder autre chose que la grande gueule qui arrive, qui a quelque chose à prouver, qui est en difficulté, qui est en souffrance et en fait qui veut qu'on l'aime et qu'on le comprenne, quoi, hein. Donc ça, c'était une première expérience. La deuxième personne qui m'a beaucoup marqué, vous l'avez évoqué, c'est Éric Tabarly. Donc j'ai fait la course autour du monde avec Éric Tabarly. Éric m'avait pris parce que j'étais médecin. Moi, j'avais l'expérience avec le père Jaouen sur son 3 mâts. C'était pas du tout la course, si vous voulez. Et Éric dirigé par le silence. Vous voyez, Éric Tabarly avait une compétence qui n'était pas du tout discutée. Éric avait déjà un beau palmarès quand j'ai embarqué avec lui. Il avait 48 ans et l'équipage avait une moyenne d'âge de 24 ans. C'était tous des volontaires. Il y avait quelques-uns qui faisaient leur service militaire à bord, ils étaient 3 ou 4, leur service national. Les autres étaient volontaires et moi j'étais volontaire. Éric donc avait 48 ans, la moyenne d'âge c'était 20. Et moi j'étais le médecin, j'avais 31 ans, ce qui m'a valu le nom de Papy, le surnom de Papy. Je ne sais pas pourquoi. Éric Tabarly, on l'appelait Pépé, donc j'ai été de Papy. Et en fait, je me suis retrouvé, si vous voulez, en transition avec ces jeunes et Éric Tabarly, qui était le maître incontesté. Donc j'étais le maître, j'étais le médecin, mais j'étais aussi le gardien des secrets. Vous voyez, le médecin, on lui confie au médecin, et si vous voulez conserver à la fois l'autorité et la confiance, vous êtes muet sur tout ce qu'on vous raconte. Vous voyez, l'écoute, déjà, ça permettait, c'était une première approche thérapeutique des jeunes qui s'ennuyaient, qui avaient des difficultés, qui avaient reçu un courrier à une escale d'une petite copine qui s'est barrée. Voilà. Et donc, Éric, là, ça c'était mon rôle de médecin, d'être à l'écoute. Et Éric, donc, bien sûr, gouvernait tout ça. Et donc, Éric prenait toujours une décision en montant sur le pont. Par exemple, en pleine nuit, le vent était en train de fraîchir, donc ça montait, les conditions de mer commençaient à être... Voilà. Éric dormait dans sa banette, et on allait le réveiller. Éric, le vent change, il faudrait... Et il disait, j'arrive. Il prenait des fois 10 minutes pour descendre de la banette, il venait sur le pont, il regardait, et il disait quelque chose que seul l'homme de bar qui était à côté de lui avait entendu. Il dit, on va prendre un riz. On va donc diminuer la surface de voile. Et soit Éric participait à la manœuvre, soit non, mais ce n'était pas la personne qui disait, toi mets-toi là-bas, tu te mets au whip derrière, toi tu affales, prends un riz. Vous voyez, j'en ai connu des skippers comme ça, qui étaient chefs et qui dirigeaient l'équipe, mais une équipe qui n'avait en fait pas besoin d'être dirigée parce que on était resté longtemps sur le pont ensemble et chacun savait à peu près le rôle qu'il avait, ce qu'il pouvait faire. Et Éric était en fait un chef d'orchestre et nous, on était les musiciens. C'est-à-dire que Éric disait simplement donner le ton,
et nous, on exécutait. Et donc, il n'avait pas besoin de prendre la parole bruyamment pour diriger. Donc, il a dirigé par le silence, et c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai pu mettre en œuvre un peu plus tard, si vous voulez, dans mes expéditions. C'est pas la peine de gueuler, simplement dire les choses au bon moment avec la bonne tonalité. Et si jamais ça se fait pas bien, il faut expliquer comment il faut faire. Voilà. Donc, parce qu'on en a connu des gueulards, si vous voulez, des grandes gueules qui n'étaient pas plus efficaces, quoi. Voilà. Ça, c'est les deux personnes qui m'ont marqué. Ensuite, il y a une autre chose, une décision que j'ai dû prendre en expédition parce que j'étais médecin. Et c'était à la face nord de l'Everest. En Himalaya, on était à la face nord de l'Everest. On était en expédition, ce qu'on appelle post-mousson, c'est-à-dire août, septembre, octobre, un peu début octobre. Donc, il y avait eu déjà 4 tentatives, c'est ce qu'on appelle en technique alpine. C'est-à-dire qu'on monte un camp 1, puis le camp 2, mais il n'y a pas des cordes fixes, on organise le camp 2, puis le camp 3, et le jour où tout va bien, il y en a un ou deux qui bénéficient de cette installation. Bref. Donc il y avait eu plusieurs tentatives. Le camp de base était à 5500 mètres d'altitude. À 5500 mètres d'altitude, il y a déjà une pression d'oxygène qui est très basse, hein, qui est la moitié de ce qu'elle est au sol, même un peu moins. Donc, le corps souffre même si on ne s'en rend pas compte, vous voyez. On est en hypoxie chronique. Voilà. Donc, il y avait une première tentative, une deuxième tentative qui avait échoué au camp 5, une troisième tentative qui avait échoué, donc 4 qui avaient passé 4 jours à 7008 dans une grotte qu'ils avaient creusée parce qu'ils avaient été pris dans le mauvais temps. Ils étaient redescendus. Je m'étais occupé de les restaurer. Ils avaient quelques gelures, refaire respirer de l'oxygène. Et puis, à un moment donné, il y en a une autre équipe qui dit là, je me sens bien, maintenant, on va retenter. Et là, j'ai dit au chef d'expédition, qui était Yannick Seigneur, j'ai dit Yannick, il y a eu 3 tentatives, ils s'en sont sortis. On arrive en post-mousson, c'est le début octobre, l'hiver arrive très vite, le vent, les grands froids, personne n'est capable aujourd'hui de faire le sommet, donc c'est le médecin qui te dit on arrête l'expédition. Et en fait, le chef d'expédition a été extrêmement soulagé parce que c'était un homme d'expérience, c'était le chef, si vous voulez, il y avait des jeunes qui avaient la pêche, mais à un moment donné, moi j'avais la sagesse de dire on est tous vivants, rentrons vivants. Et une 4e tentative, elle est déraisonnable. Voilà, donc c'est là que j'ai eu à intervenir en tant que médecin, vous voyez, médecin d'une expédition, où le médecin peut prendre une décision qu'en principe le chef d'expédition suit parce qu'il n'a pas la compétence sur la santé de son équipage pour savoir si on peut continuer ou pas, vous voyez. Voilà, donc ça c'est une expérience de médecin, de l'autorité de médecin sur une équipe qui peut être en difficulté. Alors ensuite, donc, vous l'avez mentionné, j'ai fait mes expéditions personnelles, dont une qui m'a beaucoup marqué, qui est le pôle Nord en solitaire. D'ailleurs, ce pôle Nord en solitaire, je l'ai fait à 40 ans, et j'ai décidé de le faire après les expéditions à l'Everest. J'avais 38 ans à l'Everest, ça faisait 10 ans que je faisais des expéditions comme médecin, et je me suis dit, je vais faire la mienne. Avant de terminer, parce qu'on ne gagnait pas sa vie, et puis il fallait faire un métier. Médecin d'expédition n'était pas un métier, c'était, vous voyez. Et donc, le pôle Nord s'est imposé, je dis à moi, comme une évidence. Le pôle Nord est au milieu d'un océan, un océan gelé, bien sûr. Donc, on marche sur la mer gelée. Et le pôle Nord était la synthèse entre mon expérience de la haute montagne, c'est-à-dire les bivouacs, la glace, le froid, vous voyez, et puis de la navigation, puisque on va au pôle Nord en naviguant sur la mer, mais une mer gelée. Vous voyez, c'était une synthèse. Et le pôle Nord n'est pas quelque chose de techniquement compliqué. Tirer un traîneau, c'est pas compliqué, vous voyez. Vous mettez un traîneau à la taille, vous avez tout de suite compris qu'est-ce qu'il faut faire. Par contre, les conditions climatiques sont terribles, surtout au début, parce qu'on part début mars, quand là, il faut quand même 7-8 heures de jour, si vous voulez, vous voyez. Donc, on part début mars, et il faut arriver au pôle Nord avant la mi-mai, parce que la banquise se fracture et il faut un petit avion sur ski pour venir vous chercher.
Et donc, il faut quand même que la banquise soit assez compacte, etc. Donc, c'est une espèce de course contre la montre, et avec une banquise qui est très, très chaotique. J'ai connu un froid intense, moins 52 sous la tente. Vous voyez, ce n'est pas du ressenti, c'est sous la tente. Et donc, ça, c'est au début. Et j'étais seul. J'étais seul, et je pense que bon, c'est la première fois qu'il y avait quelqu'un qui tentait une opération comme ça. Avant moi, 3 ans avant, il y avait 4 Finlandais qui avaient réussi le pôle Nord comme je l'ai fait en tirant mon traîneau sur la banquise. Et là, j'allais seul. Tout le monde, après les Inuits qui sont à Resolute Bay, qui est un village au nord du Canada, me regardaient en me disant on te donne 1% de chance. J'ai échoué en 85, j'y suis revenu en 86. On m'a dit ben, tu persistes, alors on te donne 2% de chance. Et en fait, moins 52 sous la tente, je savais dans quelle situation j'étais. J'avais déjà connu des hypothermies, des débuts d'hypothermie en Himalaya dans des bivouacs. Donc je savais que j'entrais en hypothermie doucement. Et je faisais des tables de multiplication. Vous voyez, 7 fois 6. Vous voyez, pour maintenir un niveau d'interrogation personnelle sur mon niveau de conscience. Vous voyez, et comme ça, il fallait tenir une partie de la nuit jusqu'à ce que le jour revienne. Parce que quand on est en exercice, on n'a pas froid. Vous voyez, même s'il fait moins 45, quand vous tirez un traîneau de 100 kg, vous n'avez pas froid. Vous avez froid quand vous êtes immobile. Ce qui réchauffe le corps, c'est l'action, l'activité musculaire. Mais là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et donc, je pense que j'en suis même convaincu, j'ai réussi parce que j'étais seul. J'ai été seul, c'est-à-dire que je suis sûr que s'il y en avait été déjà 2, l'autre qui m'aurait dit on est en train de déconner là. Là, on est en situation de survie. Il faudrait quand même envisager d'arrêter. Si personne n'a réussi, c'est que peut-être il y a quelque chose, vous voyez, qui se passe. Tout le monde avait abandonné. Et d'être seul, je me suis dit, je tiens, je suis conscient, je suis lucide, et je vais faire ce que je peux, vous voyez. Et c'est ce qui m'a permis de résister à la tentation de l'abandon. Parce que la tentation de l'abandon, elle est constante. Elle est là. Et comme c'est un parcours ambitieux, vous voyez, je me disais, je me rêvais une bonne raison d'abandonner. C'est-à-dire, je me disais, si tu pouvais te casser une jambe, vous voyez, je rêvais de me casser une jambe. Et il y a plein de situations où je pouvais me casser une jambe parce qu'on grimpe sur des blocs de glace instables qui font 100 kilos, puis si vous coincez le pied dessous, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est un parcours très ambitieux, donc si tu pouvais te casser une jambe, je me disais, et en fait, j'ai résisté à la tentation de l'abandon. Je me suis mis à un moment donné à revenir au rêve originel, c'est-à-dire le rêve que j'avais d'aller au pôle Nord, vous voyez, qui était englouti par les difficultés de la situation. Et je me suis vu de loin, comme s'il y avait un satellite, un avion qui me regardait. J'étais tout petit, là. J'ai dit, mais c'est toi, c'est toi, c'est toi ce petit homme qui va au pôle Nord, qui en a rêvé. Tu y es, mais c'est une chance extraordinaire, vous voyez, d'être dans son rêve. Il devient difficile, mais voilà. Et donc, petit à petit, vous voyez, j'appelle ça remettre le rêve à la surface, retrouver la force originelle, vous voyez, qui m'avait conduit à me lancer sur ce projet. Et donc, il m'a fallu un mois à peu près pour ce que j'appelle oublier, se défaire de la pesanteur du monde, oublier le monde, parce qu'il n'y a rien. Vous voyez, c'était en 1986, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone Iridium. Donc j'étais seul, ultra seul, vous voyez. Je me dirigeais avec le soleil et j'étais tout seul. Et donc, je suis allé chercher mes propres encouragements tout seul. Et sincèrement, c'est ce qui m'a construit. Donc, il m'a fallu un mois pour être dans ce rêve seul, immense, grandiose, qui m'a permis de tenir encore un mois jusqu'au bout. Ça a duré 63 jours. Et l'arrivée au pôle Nord,
c'est une grande frustration d'abord parce qu'il n'y a rien au pôle Nord. Vous voyez, quand vous arrivez en haut d'une montagne, vous êtes en haut de la montagne. Vous pouvez faire une photo, j'ai gagné, voilà. Le pôle Nord, c'est de la banquise qui dérive en permanence, qui fond, qui dérive. Et donc, c'est le problème du premier conquérant du pôle Nord. Est-ce que Peary ou Cook, quel est le premier qui aurait été au pôle Nord? Ces deux Américains se sont disputés la conquête du pôle Nord. Peary dit qu'il y a été, mais il a mis son drapeau Stars and Stripes sur le pôle Nord, mais le lendemain, il n'était plus au pôle Nord. Donc, on ne peut pas prouver. Et donc, National Geographic Magazine, qui était un fervent de Peary, a essayé de prouver très longtemps la preuve, si vous voulez, que Peary a bien été. Et donc, il y a une photo qui a été faite dont ils ont étudié les ombres portées, etc. Bref, National Geographic Society a décrété que Peary a été le premier homme qui a atteint le pôle Nord. Alors moi, donc, je l'ai atteint, mais moi, j'avais une balise Argos. La balise Argos, c'est un émetteur qui envoie un signal qu'il dit en France au centre spatial, si vous voulez, où est-ce que vous êtes, mais vous ne savez pas, la machine ne vous dit pas où vous êtes, voyez. Et donc j'avais une communication radio tous les soirs avec le camp de base qui était à Resolute Bay. Michel Franco était dans une pièce chauffée avec un émetteur de 100 watts. Et moi, j'étais donc sur la banquise avec un petit émetteur de 20 watts, mais des piles au lithium qui étaient assez récentes et performantes. Et donc, Michel Franco me donnait la position de la veille. Et il me disait, hier, à 19h, tu étais à telle position. Et moi, je lui disais, bien compris, bien compris, bien compris. Je disais 3 fois séparément. Et Michel Franco me disait, le potentiomètre a bougé 3 fois, je sais que tu m'as compris. Vous voyez ce que la communication était très pauvre, vous voyez, donc je n'avais pas les encouragements que j'aurais pu avoir. Bref, tout ça pour dire que je me suis construit sur ce parcours difficile et comme j'étais le premier à faire ça, National Geographic s'est intéressé à moi. Ils sont venus me rencontrer à Montréal au retour, etc. Donc il y a un article qui était en préparation et le rédacteur en chef de National Geographic m'appelle pour me dire on a des lecteurs qui ont des doutes sur votre capacité à atteindre le pôle Nord. Et par chance, moi j'avais une balise Argos, j'étais le premier homme avec une balise Argos, et donc j'ai appelé le CNES, le centre spatial à Toulouse, ils m'ont envoyé toutes les relevés, et ma latitude a été 89,993. Donc j'étais vraiment au pôle Nord, j'étais le premier homme à être vraiment vu au pôle Nord. Bref, ça c'était mon histoire au pôle Nord, mais tout ça pour dire que ce parcours héroïque, mais je dirais héroïque au sens personnel du terme, vous voyez, parce qu'encore une fois, on ne repousse pas ses limites, j'ai appris ça. On ne repousse pas ses limites, on se découvre, vous voyez. On est capable de choses que l'on ignore de soi. Parce que si on m'avait donné la liste de tout ce que j'allais subir, je n'y serais pas allé. J'ai découvert petit à petit sur le chemin tout ce que je devais traverser et de temps en temps, je fais un rapprochement, si vous voulez, avec l'histoire. Bien sûr, le général de Gaulle est notre héros, mais l'héroïsme, cet héroïsme-là, c'est la rencontre entre un talent, celui de Gaulle, et un moment de l'histoire, voyez. C'est toujours la rencontre entre un talent et un moment de l'histoire. C'était la rencontre en ce dont je suis capable et que j'ignorais de moi, et que mon histoire que je me suis inventée m'a révélé à moi-même, voyez. Donc, c'est ça c'est ce parcours c'est cette confiance que j'ai acquise qui me permet de dire à tout le monde, parce que sincèrement, voyez, moi je suis petit, je mesure 1,66 m, j'ai jamais été vraiment un bon élève à l'école parce que je sais aujourd'hui que je suis dyslexique, dysorthographique et même je sais que j'étais des troubles de l'attention. Moi, je n'avais pas les notes pour entrer en 6e, vous voyez. Donc, je suis allé à l'âge de 13 ans à une formation professionnelle. J'ai été tourneur-fraiseur et l'éducation manuelle
si vous voulez, le terrain m'a permis de reconquérir ma confiance. Je fais ce parallèle parce que j'ai été le parrain d'une promotion de mousse, hein, à l'école, et ça n'a pas pu durer longtemps puisque le Covid nous a interdit tout déplacement, donc je ne suis pas revenu. Je suis venu que la première fois où il y a eu un déjeuner avec des jeunes, comme vous le savez, qui sont des jeunes souvent en difficulté, difficultés familiales, difficultés personnelles, difficultés parce qu'ils n'ont pas trouvé à l'école le moyen de se déployer ou de mettre en œuvre leur intelligence parce qu'ils ont été découragés. C'était mon cas. C'était mon cas, vous voyez, parce que je sais, je vous le dis, dyslexique, dysorthographique, toutes ces choses-là qui fait qu'à l'école, je n'étais pas un bon élève. Et donc, je me suis désintéressé de l'école et j'ai fait une formation professionnelle. Et en commençant à travailler avec mes 10 doigts, donc j'ai fait tourneur-fraiseur. Et le début, on faisait du dessin industriel, on faisait 16 heures d'atelier. J'avais 13 ans et demi, on avait 16 heures d'atelier. On travaillait avec nos 10 doigts, on travaillait sur le terrain, si vous voulez, et c'est ce qui m'a permis de regagner en confiance et de me déployer. Et donc, il y avait un professeur qui a dit, mais ce gars-là, il peut aller vers le bac. Et donc, j'ai passé le bac technique, puis après, j'ai décidé de faire médecine, chirurgie, etc. Mais donc, je reviens au départ. On est capable de choses que l'on ignore de soi tant que la situation ne vous a pas aidé à la révéler, vous voyez. Voilà, ça c'était mon parcours personnel. Alors ensuite, vous l'avez évoqué, je suis devenu chef d'expédition. La première expédition que j'ai faite, j'étais mauvais chef. Mauvais chef d'expédition, c'était au Groenland. J'avais réuni les copains de la montagne avec les copains de la course autour du monde. Et j'avais ce rêve en tête de faire les régions polaires m'ont toujours plu. Et il existe un sommet, une falaise qui naît de la mer sur la côte ouest du Groenland. Donc j'avais des photos de ça et je dis à mes copains alpinistes, regardez cette paroi, magnifique, on y va. Je dis à mes copains de la mer, j'ai besoin de marins, on y va. Je trouve 3 sous pour louer un bateau et on y va. Quand on part de France pour aller sur la côte ouest du Groenland, on vire ce qu'on appelle le cap Farewell. Farewell, c'est le sud du Groenland. C'est là que naissent toutes les dépressions qui nous arrivent en Europe. Donc inutile de vous dire que la mer est très mauvaise, la zone est dangereuse et il y a de la glace, etc. On a mis 3 semaines pour virer Farewell et remonter sur la côte ouest et on arrive au pied de cette magnifique paroi. Les alpinistes, après 3 semaines de mer, étaient HS. Ils regardent ça, ils disent, oh là là, ça a l'air dur. Et ils me disent, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un sommet plus facile? Et en fait, j'ai succombé à leur proposition et on est allé faire un sommet facile. Et en fait, ça n'a intéressé personne. On a fait un sommet qui était facile. Ben, au départ, ils étaient extrêmement frustrés parce qu'on était parti pour faire quelque chose de grandiose et on a fait un petit truc sans vraiment à la hauteur de leur performance, vous voyez. La Grande Muraille était à la hauteur de leur performance. C'était des très très bons alpinistes, vous voyez. Et en fait, après on a fait un couloir de glace. Mais bon, on n'a pas atteint l'objectif parce que j'avais harmonisé l'équipe sur le maillon faible. Au lieu d'être le chef qui dit, attendez les gars, vous avez fait ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui, on vient de traverser un océan qui était vachement dur. Hein, on va commencer doucement, on va équiper la paroi, on va commencer doucement. Puis voilà, j'aurais dû remobiliser, si vous voulez, sur le rêve qui nous avait mobilisés. Et en fait, on est revenus tous frustrés. Les marins, en fait, se sont rendus compte que bon, c'était joli le spectacle qu'on avait vu, le Groenland, c'est magnifique, mais on n'a pas atteint l'objectif pour lequel j'avais mobilisé l'équipe. Et j'en ai vécu une grande frustration de ne pas avoir été, si vous voulez, à la hauteur de cet objectif. Ensuite, j'en ai fait une sur le mont Erebus. Erebus est un volcan qui est en Antarctique. Donc, pour atteindre l'Erebus, c'est vers la base américaine McMurdo, c'est au fond de la mer de Ross. Et on est arrivé au mois de décembre, c'est-à-dire le début de l'été. Et la mer de Ross, il faut traverser la mer de Ross pour atteindre le volcan. Il y a à peu près 500-600 km à traverser qui étaient très encombrés par de la glace.
et on n'avançait pas avec ce bateau que j'avais fait construire qui s'appelle Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui, et qui est vraiment fait pour naviguer dans les glaces. Et on avançait doucement, à tel point qu'au bout de 3 semaines, on avait à peine fait une centaine de kilomètres. Donc, on recevait, c'était en 92, on recevait des images satellites qui n'étaient pas bonnes, mais on devinait que la mer de Ross était encombrée de glace et que peut-être un peu plus à l'est, il y avait une zone qui pouvait se libérer. Et donc, l'équipe commence à dire, mais on n'y arrivera pas. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas bougé, il faudrait quand même qu'on arrive au pied du volcan suffisamment tôt pour faire l'ascension et repartir avant que l'océan ne regèle. On va être en difficulté. J'avais une équipe de tournage qui était à bord et le producteur m'appelle, il me dit, écoute, moi j'ai 2 réalisateurs, un ingénieur du son et un assistant, ça me coûte tous les jours très cher, si c'est pour pas aller au volcan, autant arrêter aujourd'hui. Vous êtes chef d'expédition, ça fait 3 ans que vous travaillez sur le projet, vous voyez, et donc il y a une scission qui se fait, ceux qui disent on n'y arrivera pas, ou alors regardez ailleurs si on peut passer, et moi, et quelques fidèles, moi je savais, parce que j'avais lu ce qu'on appelle les pilot charts, c'est les pilot charts qui vous donnent des états de mer, et je savais qu'à 180 sud, la mer de Ross s'ouvrait statistiquement en priorité, parce que c'est là que passaient les Coast Guard américains pour atteindre la station américaine de McMurdo au fond de la mer de Ross. Et donc j'ai dit, les gars, statistiquement, c'est là que ça va souffrir, et donc ça ne s'ouvrait pas. Et donc il faut tenir, et il y a une scission au sein de l'équipe, ceux qui disent, attends, on se barre, qu'est-ce qu'on fait là? Et quelques fidèles qui vous font confiance. Et donc là, vous êtes seul. Vous êtes le seul à maintenir, à tenir en face d'une équipe qui commence à se démoraliser, voilà, où il faut tenir. Et en fait, à force de rester là et essayer d'avancer, ça s'est ouvert là. Et là, vous êtes le big boss, vous voyez. Vous êtes le chef qui a vraiment... Parce que j'avais des arguments, ce n'était pas un abruti qui dit il faut y aller. J'avais des arguments, j'avais étudié, j'avais travaillé, j'avais quelques éléments pour défendre le projet, et ça s'est ouvert. Et là, je peux vous dire que je suis devenu l'étoile, vous voyez, l'étoile de l'expédition, et vous gagnez tout d'un coup un coefficient en confiance qui est très, très, très important. Donc voilà mes expériences diverses. J'en ai une autre encore. J'en ai une autre qui n'est pas dans un coin polaire. Je ne sais pas l'heure qu'il est. J'ai le temps encore là? Oui. Oui, Monsieur Etienne, vous aviez le temps. Oui, oui. Un autre témoignage nous convient bien. Ouais. Oui, oui, vous avez le temps. On vous écoute. Une autre expédition sur une île qui s'appelle Clipperton. Alors là, on est sous les tropiques. C'est une île qui est au large du Mexique, dans le Pacifique, voyez, qui est à 10 degrés de latitude nord. C'est une île qui a un nom anglais, Clipperton, mais c'est une île française, vous voyez, et c'est une île qui est inhabitée, et donc qui n'est jamais fréquentée. Et donc, cette île-là, il y avait un besoin d'aller explorer. Il y a plusieurs choses. Il y a un besoin pour la France de dire qu'on s'en occupe. Et donc, tous les ans, il y a un navire de la Marine nationale qui s'appelle le Prairial. Et le Prairial vient à Clipperton, débarque, et donc hisse les couleurs, vous voyez, et on rafraîchit ce qu'on appelle les marques de territorialité. Alors, il y a un cairn comme ça, en béton, sur lequel il y a marqué RF, République française, vous voyez. Et donc, il y a une équipe du Prairial qui descend avec un pot de peinture blanc et un pot de peinture noire pour repeindre le bout de béton, là, comme ça, là, le socle. Et puis en noir, on met RF, on mise les couleurs. Tout ça pour dire que rafraîchir les marques de territorialité, pour dire que la France se préoccupe de ce territoire, vous voyez. Voilà. Ouais. Mais il y a un besoin aussi, il y avait un besoin de mieux connaître d'un point de vue biodiversité. Et donc j'ai monté cette expédition. Donc on est parti avec un bateau là-bas. J'avais affrété un bateau qui s'appelle le Rara Avis, qui est un autre bateau du Père Jaouen. Et j'ai travaillé sur ce projet. Donc j'avais la difficulté sur Clipperton, c'est que tout autour, il y a un récif corallien. Et il n'y a pas de passe.
Il n'y a pas de passe comme on peut connaître en Polynésie, vous voyez, des passes qui vous permettent d'entrer dans le lagon. Il n'y a pas de passe. Il y en a une dans le passé, mais elle est fermée. Et donc, la difficulté, c'est d'aborder l'île, de traverser la barrière de corail. Donc, la logistique était un peu audacieuse. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on va faire? Moi, j'avais été avec donc, le Prairial et on débarque en hélicoptère. Vous voyez? Donc, il y en avait, je travaillais sur la logistique, il y en a qui me disaient, sans hélicoptère, tu n'y arriveras pas. D'autres qui me disaient, il faut construire un ponton. Un ponton. D'autres qui me disaient, il faut faire appel à des spécialistes de la Polynésie qui traversent les lagons, etc. Et donc, de tout ça, je ne pouvais pas. Je me suis dit, je vais choisir la solution légère, un Zodiac, vous voyez, avec une petite équipe, et on va explorer le lagon. Il doit bien y avoir quelque part une petite faille pour laisser passer au moins un Zodiac et le moteur hors bord derrière. Et donc, on est arrivé à Clipperton, on fait un premier tour. J'étais dans le mât, à 30 mètres, on ne voit rien, pas d'ouverture. Et là, je me suis dit, mais j'ai monté toute cette expédition, 3 années de préparation, toute cette équipe. Il y a 40 chercheurs qui doivent venir se relayer tous les 15 jours. Et on risque, est-ce qu'on ne va pas pouvoir débarquer ou pas? Donc là, j'avais une certaine tension. Et puis à un moment donné, j'ai dit, mais on va explorer mètre par mètre ce lagon. Et en fait, on est parti en Zodiac, on a longé. Et à un moment donné, il y en avait un qui était derrière le Zodiac, avec un masque qui regardait. Il dit, là, j'ai l'impression qu'il y a une faille. Et donc, il est passé dans la faille, le courant l'a amené, et puis on se dit où il est. Et puis on l'a vu sur l'île, il nous fait signe, il dit, ça y est, on peut débarquer. Voilà. Donc, c'était un grand moment de soulagement pour moi. Je fais référence à ça parce que l'institution, au sens large, quelle qu'elle soit, réfléchit avec une logistique de matériel de l'institution. C'est-à-dire un gros bateau, un hélicoptère, parce que ce sont les moyens qui sont à la disposition, voyez, de l'institution. Et donc, j'ai réfléchi en candidat libre, entre guillemets, léger, voilà. Et on se rend compte, si vous voulez, souvent que des initiatives d'une petite équipe performante peuvent surprendre, vous voyez, sur des terrains un peu difficiles, un peu compliqués, et qui peuvent déjouer, si vous voulez, une stratégie lourde. Un exemple de région polaire, c'est les Anglais dans leur course au pôle Sud, les Anglais avec Amundsen, qui était un Norvégien. Amundsen était avec ses chiens, Scott était en expédition officielle et avait déployé des moyens tellement lourds qu'ils n'ont pas pu y arriver. C'est important souvent la mobilité d'une petite équipe qui va pouvoir être peut-être beaucoup plus efficace, vous voyez, c'est ce qui m'est arrivé à Clipperton, que je voulais mentionner. Et pour terminer, si vous voulez, je dirais ces choses que je peux résumer. On ne repousse pas ses limites, on les découvre. Hein, on est capable de choses. Voilà. Et le chef d'expédition a ce rôle-là de réveiller la performance de chacun que des fois on ignore, vous voyez, dans cet encouragement. Parce qu'on ne peut entraîner une équipe que si on lui montre qu'il y a un chemin, vous voyez. Et le chemin, il se détermine par rapport à la compétence de l'équipe qu'on doit diriger. Et l'écoute est très importante. Vous voyez, ce que nous racontait le père Jaouen de cette petite lumière qu'il faut aller chercher, ranimer un peu la flamme de quelqu'un qui peut se décourager, ce sont des moments qui sont essentiels pour un chef d'expédition. Et je terminerai par effectivement ce PolarPod, mais j'invite les gens à aller sur mon site. C'est un bateau qui va permettre d'étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. Ça, c'est une autre expédition que je monte. Et vous voyez, j'ai osé dessiner ce bateau pour aller explorer. Et n'hésitez pas, oser, ça sera ma dernière phrase, oser, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Vous voyez, engager son imagination au-delà des certitudes, c'est souvent déjouer, si vous voulez, des choses que l'on pensait inaccessibles. Et oser, c'est une révélation souvent. Entraîner une équipe,
aller rechercher le meilleur des individus. Voilà, là ce que j'ai appris au cours de mes presque 40 années d'expédition. Merci beaucoup, docteur Etienne. Effectivement, c'est riche.